Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'association Toust. Ici, nous allons achever notre série de replays de notre table ronde qui a eu lieu le 11 décembre 2025 et qui s'intitulait « De la répression de l'homosexualité à sa réparation, construire l'avenir grâce au passé ». Dans cet épisode final, nous allons parler des verrous qui existent encore pour faire reconnaître la réalité historique de discrimination LGBT-phobe systémique afin qu'elle ne puisse pas se reproduire. Mais vous le verrez, nous aborderons également quelques pistes pour faire sauter ces verrous en se mobilisant tous ensemble. Je vous souhaite une bonne écoute. Je me permets, je reprends la parole parce que j'avais une deuxième fois. Déjà, merci parce que c'était très intéressant d'avoir cette info. Et ensuite, tout à l'heure, tu parlais des problèmes que tu peux rencontrer parfois avec les élus locaux, les mairies, etc. Il faut savoir que personnellement, à titre personnel, j'ai déjà été en contact avec des élus de ma commune. Je suis en région parisienne également, du côté de Versailles. Moi, c'est surtout, je travaille beaucoup sur donc, comme je le disais tout à l'heure, je travaille beaucoup sur la question du harcèlement scolaire. Et que ce soit des élus locaux ou même j'ai rencontré des députés, j'ai rencontré beaucoup d'élus et de personnalités politiques. Il m'est arrivé d'avoir des réflexions du genre, mais tu sais, il faut aller de l'avant. C'est pas un sujet d'actualité, on s'en fout un peu. Bon, j'ai jamais entendu, on s'en fout un peu, mais il faut aller de l'avant, c'est pas un problème, c'est pas d'actualité. Ouais, j'ai failli leur sortir certains chiffres, mais voilà. Donc voilà, ce que je voulais dire dans ce sens-là, c'est que c'est C'est parfois. d'actualité, il y a une loi en cours Voilà, par rapport à la répression en tout cas. donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que parfois, c'est pas juste un manque de moyens, parfois il y a surtout un manque de volonté de certains élus locaux, nationaux, etc. Donc quand on te dit oui, si on n'a pas beaucoup de moyens, pour moi, je lis toujours entre les lignes, on en a rien à foutre. C'est mon côté militant et c'est mon côté j'en ai un peu ras le cul des politiciens comme ça. Mais voilà, donc voilà, je voulais juste faire ça. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est peut-être ma traduction, c'est peut-être moi, c'est mon expérience de ce que j'ai entendu, mais enfin voilà, je l'ai remarqué à plusieurs reprises, donc je trouve que c'est intéressant d'en parler. Merci beaucoup Tom. Justement, Antoine Didier a publié une tribune sur ce sujet précis, enfin sur le sujet précis de la difficulté d'accès aux archives et des bâtons dans les roues que peut donner le gouvernement, les pouvoirs publics de manière générale. Ce qui est d'autant plus frappant qu'il y a quand même une loi de réparation qui est en cours et pourtant ça se produit. Donc Antoine, est-ce que vous pouvez nous parler, je sais que vous devez y aller bientôt, mais vous pouvez nous parler rapidement de la tribune et de votre expérience parce que j'ai l'impression que Tom n'est pas tout seul dans cette expérience. Oui, effectivement, j'ai publié la semaine dernière un texte dans Libération pour raconter l'histoire qui m'arrivait et en même temps de soulever le problème politique de l'accès aux archives. En gros, ce qui s'est passé, c'est que moi, pour écrire ce livre Réprimer et réparer, en mai 2024, j'avais demandé accès à des archives de police sur les années 1950-1960. Et donc l'accès aux archives publiques est réglementé pour des bonnes raisons aussi, pas seulement pour des mauvaises raisons, notamment la protection de la vie privée, aussi des raisons liées au secret, la protection des intérêts de l'État, etc. Euh, mais il s'avère que le ministère de l'Intérieur n'a jamais répondu à ma demande, et plus d'un an après, un refus de consultation m'a été notifié puisque le ministère de l'Intérieur n'avait pas donné son autorisation, que j'ai saisi, comme on peut le faire, une commission d'accès aux documents administratifs, voilà, qui est une commission consultative chargée de donner son avis sur l'accès aux documents administratifs et pas seulement les archives qui concernent tous les citoyens, laquelle a rendu un avis favorable à ma demande et le ministère de l'Intérieur n'a toujours pas répondu. Et donc le seul recours qui me restait était de saisir le tribunal administratif pour contester cette décision. Voilà ce que j'ai fait en prenant un avocat, en saisissant un avocat qui a déposé un recours il y a maintenant un peu plus de 2 semaines, sachant que
au mieux, le recours sera tranché dans un an, parce que voilà, les délais de la justice administrative sont extrêmement longs. Et ce sur quoi je voulais insister, c'est que c'est pas simplement un problème personnel de Antoine Didier qui n'arrive pas à accéder à les archives, mais ça pose de manière plus générale la question de l'accès aux archives publiques, qui est un vrai chantier, et pas seulement sur l'homosexualité, hein, sur toutes sortes de sujets, mais notamment des sujets récents, sensibles, les guerres coloniales, le rôle de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda, pour donner quelques exemples qui ont donné lieu à des contentieux ces dernières années, avec aussi des tentatives de restriction ces dernières années d'accès aux archives publiques. Aussi une tendance du ministère de l'Intérieur à être moins communicatif que d'autres ministères également. Ce qui pose toutes sortes de problèmes, hein. Quand on est étudiant, on n'a pas, peut pas attendre 3 ans pour consulter les archives parce qu'on doit rendre un devoir, un mémoire, une thèse en temps limité. On n'a pas nécessairement l'argent pour saisir un avocat, ni les ressources voilà, pour lancer un recours. Et puis effectivement, il me semblait qu'il y avait un problème étrange qu'au moment même où il est question de réparation, l'accès aux archives qui permettent une forme de réparation par l'établissement du récit historique est entravé. Donc voilà, c'est un peu toutes ces questions qu'il s'agissait de poser et qui sont des questions pour moi importantes, historiques et politiques. Voilà. Merci beaucoup, Antoine Didier. Je crois que vous devez y aller. Ouais, je dois repartir d'ici quelques minutes, mais voilà, désolé. Mais merci beaucoup pour cet échange, pour cette prise de parole encore très éclairante, et puis pour cette tribune qui, comme vous dites, représente pas vos petits problèmes personnels, mais vraiment quelque chose de structurel, c'est-à-dire qu'on parle de réparation, on parle de reconnaître des discriminations, mais en fait, on fait rien pour que les chercheurs puissent faire le travail de effectivement dire ce qu'il faut réparer, combien de personnes sont concernées, etc. Enfin, c'est quand même assez navrant. Oui, Doris, allez-y. Oui, je voulais aller dans le sens d'Antoine aussi par rapport à la recherche et par rapport à la consultation d'archives. J'avais quand même plusieurs éclairages aussi à donner qui sont liées de façon plus ou moins directe du coup à la gestion étatique de ces questions-là. La première, c'est que déjà, on se situe dans du militantisme communautaire pour des archives. Et c'est déjà quelque chose qui pose problème à un État qui demande une unité républicaine et qui a du mal avec toutes sortes de communautés. Ça veut dire aussi que c'est plus difficile de nommer ces communautés. On n'a pas d'outils, de lexique, de thésaurus qui permettent de faire des recherches dans les archives. Et on a aussi un problème, c'est que parfois il y a simplement un manque de compétences des archives institutionnelles sur ces questions-là. C'est-à-dire que d'une part, pendant longtemps, c'est des institutions qui ont refusé l'entrée de certaines archives dans leur collection, mais en plus, aujourd'hui, ils ne sont pas forcément capables de décoder ce qui peut exister de façon cachée dans leur collection. Puisque la conséquence aussi de la répression, c'est que, il y a des groupes qui ont existé, des groupes homosexuels qui ont existé, mais qui se sont cachés sous des noms de code. Donc, ça va être des groupes de motards ou bien des groupes qui admirent tel ou tel écrivain ou écrivaine. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que quand quelqu'un vient et dit bonjour, je voudrais consulter des archives qui sont sur les LGBT, en gros, si je dis une phrase un peu classique, eh ben, on va lui répondre, bah non, on n'en a pas. Alors que c'est faux. Et ça, c'est un vrai problème, c'est qu'il y a un manque de formation aussi des institutions sur ces questions-là et parfois sur l'existence même d'archives dans leur propre collection. Et il y a autre chose que je voulais dire, c'était, je voulais parler de la difficulté d'accéder à la recherche en elle-même. C'est-à-dire que la recherche, on va parler de la recherche universitaire, même si la recherche ne se mène pas que à l'université, mais ça, c'est encore un tout autre sujet. Au niveau de l'université, il y a besoin d'être inscrit, il y a besoin d'une bourse, la plupart du temps, si on veut faire des recherches dans des bonnes conditions, mais aussi de bons encadrants. Donc, si on enlève les moyens de la recherche, savoir qu'il y a moins de bourses pour rémunérer les chercheurs et qu'en plus, on n'a pas de bons encadrants, ça devient très compliqué. Je vais prendre mon propre exemple, mais encore une fois, c'est pas juste pour m'apitoyer sur mon sort, c'est quelque chose qui arrivait à beaucoup d'amis dans cette période-là. En 2018, je crois à peu près, j'ai commencé du coup ma recherche et
j'avais pas d'encadrant, alors que j'étais en master genre hein, à l'université de Lyon 2, je ne trouvais pas d'encadrant suffisamment compétent sur la question de l'histoire des homosexualités pour avoir du répondant. Et donc, on me disait pas, vous pouvez pas faire la recherche, mais par contre, on me disait, je sais pas quoi vous répondre parfois, ce qui est quand même très grave. Et donc, il y a un gros problème aussi pour le développement de la recherche pour l'avenir, qui est que si les personnes ont des difficultés à accéder à des chaires de recherche, comment est-ce qu'ensuite elles peuvent encadrer des étudiants qui eux-mêmes vont produire du savoir? Et ça, c'est des conséquences enfin, qui sont visibles sur des années et des années. C'est-à-dire que les problèmes que moi j'ai eus en commençant ma recherche, c'est des problèmes qu'il y a des personnes qui ont encore aujourd'hui. On les accuse d'être trop militants, on leur dit est-ce que vous êtes sûr de vouloir travailler là-dessus? Ou bien on n'a personne qui est capable de vous encadrer, ou bien juste on ne donnera pas d'argent à votre sujet parce qu'il est trop niche. Et donc, c'est pas directement lié à la question des réparations, mais c'est l'exemple d'un problème quand même assez systémique autour de ces questions-là. Et je pense que ça aura des conséquences assez dommageables pendant assez longtemps. Tout à fait, c'est pour ça qu'il convient de profiter qu'on parle de réparation actuellement pour visibiliser tout ça, je pense, même si il y a peut-être des choses qui ne pourront pas passer, je ne sais pas. Mais justement, alors on va passer à la conclusion si vous voulez bien, parce que c'est vrai que les événements durent plus qu'anticipés pour nous tous, je pense. Mais moi, de mon côté, je voulais juste quand même aussi rapporter très brièvement une histoire qui personnellement me choque. C'est en fait toutes les villes qui, lorsqu'elles organisent des journées du souvenir, des journées de mémorial, etc., en fait, par rapport à la Seconde Guerre mondiale, refusent qu'il y ait des gerbes de déposer sur les endroits destinés aux souvenirs, destinés aux personnes LGBT déportées. C'est notamment le cas à Marseille, hein, la presse en a reparlé même en 2025. Ça fait depuis 2010 qu'il y a un collectif ou une association, pardon, je ne sais plus, mais qui essaie pour les journées du souvenir de déposer une gerbe en mémoire, à l'honneur, si vous voulez, des déportés LGBT. Et on leur dit non. Et il y a l'association, alors ces GERF, ces journées du souvenir sont gérées par l'Association des déportés internés résistants et patriotes, la DIRP, à Marseille, qui a dit, et j'invente rien, hein, c'est la presse qui reprend sa déclaration, qui dit euh, notre association comprend des déportés internés et résistants vivants, alors que les homosexuels ne sont représentés que par leurs amis et par nature, ces personnes ne se reproduisent pas, ils n'ont pas de famille. Voilà. Donc déjà, je pense qu'on peut tous être d'accord ici pour dire que c'est de l'homophobie crasse, comme malheureusement on le constate trop souvent, mais c'est repris comme ça dans la presse. Et voilà, parce que les homosexuels ne se reproduisent pas, en gros, ils n'ont pas le droit d'avoir une gerbe pour les autres homosexuels qui ont été déportés. Donc là, pour moi, on est dans le révisionnisme, on est dans le négationnisme, et c'est quelque chose qui me choque beaucoup. Et si cette table ronde est visionnée par des candidats aux élections municipales, je les invite aussi vraiment fermement à solutionner ça. Quand vous organisez des journées du souvenir pour les déportés et qu'une association vous approche pour mettre des gerbes pour les personnes LGBT déportées, dites oui, en fait, ça gêne en rien et en fait, c'est très important. Donc, avant juste de passer à la conclusion, je vous mets deux liens dans le chat. Le premier, c'est parce qu'il faut savoir que Antoine Didier et Doris Varichon sont là sur leur temps personnel de manière complètement gratuite à cette table ronde. Et d'ailleurs, je les en remercie très vivement. Mais vous l'avez compris, c'est issu d'un travail phénoménal et en plus, c'est un travail qui est d'intérêt général puisqu'il nous permet d'avoir tous ces débats pour faire avancer une loi. Donc, je vous invite à cliquer sur le premier lien qui est une cagnotte sur laquelle vous pouvez les remercier pour la qualité de leur intervention en donnant un petit quelque chose si vous souhaitez. C'est un formulaire qui est de mon association, mais tout l'argent récolté via ce formulaire ira directement à Doris Varichon et à Antoine Didier pour les remercier de leurs interventions.
Donc, n'hésitez pas à donner un petit quelque chose si vous pouvez. Et le deuxième lien, c'est le lien pour adhérer aux archives recherche culture lesbienne si vous voulez les soutenir également. Pour remercier Terence de Stop Homophobie, vous pouvez faire un don à l'association Stop Homophobie. Et pour moi, vous pouvez faire un don aussi à l'association Tous. Voilà. Je pense qu'on peut passer maintenant. Voilà. Je pense qu'on peut passer à la conclusion. Justement, Terence, je vais te solliciter pour la conclusion parce qu'en fait, on a vu plein de choses, plein de marges de progrès pour cette loi réparation qui va être étudiée à l'Assemblée nationale, réétudiée à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Nos associations, d'ailleurs, ont fait... on essaie de mobiliser les décideurs politiques pour qu'elle soit la plus ambitieuse possible après avoir été complètement détricotée par le Sénat. Ah pardon Antoine, vous devez partir. Merci beaucoup Antoine pour tout et puis on se revoit un autre moment. Merci beaucoup pour tout. Mais alors Terence, alors déjà par rapport au négationnisme, à l'extension du délit de négationnisme, ça ne pourra pas être proposé en amendement par les députés à l'Assemblée nationale la semaine prochaine, puisque ça a déjà été retiré à la fois par le Sénat et à la fois par l'Assemblée nationale. Donc apparemment, ça ne peut plus euh, être réintégré. Voilà, par rapport à ça, on pourra les associations devront, comme l'a dit Étienne d'ailleurs, utiliser d'autres leviers pour essayer euh, de faire en sorte que ça ne soit pas légal de nier la déportation des homosexuels. Ben là, on est en procédure de toute façon. La loi l'explique déjà, même si c'est pas explicitement parlé d'homosexualité, comme il a dit, à partir du moment où vous avez été victime de ça pendant la Seconde Guerre mondiale, de déportation ou quoi que ce soit, donc vous êtes, la loi pour nous découle de source. Donc cette précision a été effectivement un peu pas spécialement de notre point de vue nécessaire, mais par contre, oui. Il n'y a pas seulement d'autres leviers, il y a aussi le fait que là, il y a eu simplement, c'est le tribunal de Paris qui avait fait simplement une interprétation qui est un peu différente, mais on est en appel dessus. Donc non, on va obtenir ça. Très bien. Et par rapport aux autres pistes d'amélioration, on a évoqué justement le fait d'obtenir réparation pour les femmes lesbiennes à qui on a retiré une garde d'enfants. On a parlé surtout de mémoire de réparation collective en faisant en sorte qu'il y ait plus de budget alloué à la recherche, aux archives. Pourquoi pas aussi au niveau de l'éducation, faire que ça soit obligatoire, que l'histoire des personnes LGBT soit incluse dans les programmes. Tout ça, c'est très ambitieux, mais est-ce que ça va être possible la semaine prochaine de demander des amendements en ce sens pour cette loi? D'après toi. Tu n'as pas de boule de cristal, mais à ton avis. Bah alors, d'abord, ce qui est difficile, c'est que malheureusement, alors j'entends même Doris depuis tout à l'heure, j'entends le mot recherche, Antoine, j'entends le mot recherche, etc. Mais en fait, à la base, le Sénat ne voulait pas de ça, hein. Je me rappelle très bien, puisqu'en fait, il nous a expliqué que la raison pour laquelle, lorsqu'on voulait faire justement la fondation, qui allait prendre en charge ceci, ou qu'on avait prévu justement de pouvoir avoir séparément les personnes qui vont être contactées, etc. Et pourquoi ils ne voulaient pas de 1942-45, justement à cause du mot recherche, c'est que ça allait prendre trop de temps et ils nous ont expliqué qu'à cause de ça, la loi risquait de ne pas pouvoir être votée parce que ça allait prendre du temps. Donc, ils ne veulent pas de la recherche ni quoi que ce soit. Donc, 1942-45, déjà, c'est ça le problème. Donc, je ne sais pas. Je sais pas. Pourtant, c'est vraiment super important. Là, je vois effectivement tout ce que Doris a développé avec Antoine. Je me dis, c'est une table complètement ronde. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est Pour complet prévoir une là-dedans. table ronde, je suis sur ce sujet. D'ailleurs, c'est pourquoi c'est la première fois que j'ai tout écouté et je me suis tué vraiment là pour le coup, parce que je me suis dit, bon, ok, c'est bien plus complexe que je ne le pensais moi-même. Donc je ne sais pas, ou alors il faut que, oui, bah alors d'abord merci, bravo d'avoir fait ça, mais alors il faut le reproduire, il faut vraiment reproduire, réinviter Doris et Antoine pour en parler, et inviter d'autres personnes, faut en parler beaucoup à mon avis, et puis parce que là je pense que les députés ont besoin d'être sensibilisés pour le coup à entendre tout ça, à mon avis, hein. Là je pense que c'est vraiment super important. Donc, je pense que la conclusion, c'est qu'il faut reproduire ça. Il faut reproduire ça. Il y a de plus en plus, ou beaucoup de témoignages, comme Doris a dit. Vraiment, tout ce que j'ai entendu, je me suis dit, c'est vraiment plus loin que simplement moi ce que je pensais.
Tout à fait. Et par contre, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe en Afrique actuellement, hein. Les tentatives de criminalisation indirecte sans la loi directement. C'est qu'on trouve, alors, comme Doris a expliqué, comme Antoine a expliqué, vraiment, c'est toutes sortes de mots différents qu'on trouve, effectivement, qui ne correspondent pas forcément à contre l'homosexualité. Donc, ce qui fait que c'est difficile, j'avoue. Donc, mais en tout cas, ce serait un super écho. Ce serait une bonne responsabilisation de la France. Et ce serait bon, maintenant, je sais pas. Voilà, je sais pas, franchement. Mais là, je suis tellement moi-même éclaté par. Comment est-ce qu'on va faire pour faire comprendre ça aux députés? Je ne sais pas. Comment on peut leur faire comprendre? Ils auraient dû être là aujourd'hui, en fait. On va travailler là-dessus. Pardon? Et ils auraient dû être là. Et je pense que Doris, Ah, ils ont été invités, hein. Moi, beaucoup de députés, je ne sais pas combien de têtes, mais il y a énormément de députés qui ont été invités. Mais c'est alors, vrai que beaucoup ne sont pas venus. Et d'ailleurs, je remercie encore Andy Kerbrat. Et j'ai vu qu'il y avait aussi la, la collaboratrice, collaborateur pardon, parlementaire des de collègues. Montpellier. Il y a eu le maire de Montpellier aussi. Non, ce que je trouve chez Andy Carbat, c'est bien, c'est il a contacté les associations. Il a fait un travail de recherche, Andy Carbat. C'est vraiment super. Et il est en contact avec nous assez régulièrement. Donc, c'est dommage, et Monsieur Hussein aussi, le sénateur, mais c'est dommage que d'autres ne nous ont pas contactés pour avoir notre point de vue. Heureusement, Monsieur Kerbrat va le plaidoyer à notre place, mais voilà, ça aurait été bien, effectivement. Mais même, je me demande si Doris a été entendue, la vérité. Je ne sais pas. Doris, tu as été entendue? Excuse-moi. Non, c'est pas vrai. Elle ne l'entend pas. Il faudrait que je sois en contact avec les députés pour être entendu. C'est pas forcément mon créneau actuellement. Ok, ok. Non, parce que là, bon, ok. Parce que là, vraiment, j'entends. Pardon? Faut que je Continue. rallume. Il faut que je rallume encore. Non, alors je fais la conclusion. Non, je fais pas la conclusion. Je pense que la conclusion devrait revenir à Doris, vraiment, hein. Pour moi, là, pour le coup, là, c'est vraiment Doris, là, vraiment. On est tous fans de Et Doris. Antoine, hein? On est tous fans de Doris. Non, Ah mais ouais. alors, mais c'est juste pour nuancer ce que tu dis, Terence, c'est un travail des députés, mais il y a aussi, comme le disait d'ailleurs Doris, les villes qui ont un rôle à jouer. Et là, les maires, parce que les maires ont quand même un rôle à jouer dont on ne parle pas assez, je trouve, parce que là, il y a, par rapport à la mémoire, ils peuvent, par exemple, aussi donner des noms de rue à des victimes, par exemple. Ça a l'air pas grand-chose comme ça, mais bah, moi, j'habite à côté de Metz. À Metz, on a un square. Mais tu as tellement raison, surtout qu'il y a des merguez. D'ailleurs, pourquoi ils sont pas là, en vérité? Mais tu Ils vois, ont voilà, été ça invités. prouve. Ils ont été Bah, tu vois, invités. ça prouve qu'il y a, voilà, il y a un problème là. Oui, oui. Mais c'est vrai qu'à Metz, il y a un square Marsha P. Johnson et Sylvia Rivera. Et alors, c'est juste un nom sur un square. Mais je sais qu'on est venu me voir plusieurs fois en disant ah, bah, ton association, elle est pas loin de là, tu devrais faire des événements sur ce square. Du coup, ça paraît anecdotique, en fait, les noms des rues. Mais en fait, symboliquement, je pense que les gens, ça leur met quand même, ça les sensibilise quand même un petit peu. Non, beaucoup même. Et Tom a raison, hein. Tom qui est dans l'enseignement, je crois. Tout le Oui. développement sur vraiment, c'était très bien. Vraiment, très bien. Je pense qu'il faudrait faire ça à plus grande échelle maintenant, en vérité, hein. Ce que vous avez fait là. Je pense qu'il faudrait inviter, alors vraiment, sur Doris et Antoine. Et, il faut inviter plus de gens avant que ça passe, avant qu'il y ait la loi, où il faut, je sais pas. Ça manque d'informations, je pense. Ça manque vraiment d'informations, là. Peut-être avant les municipales aussi, parce qu'encore une fois, les maires, c'est eux qui décident s'ils peuvent faire aussi des plaques mémorielles, par exemple. Ils ont un rôle à jouer par rapport à l'éducation. Peut-être qu'aussi, il y en a certains qui peuvent avoir une influence par rapport au programme, par exemple, des médiathèques, des bibliothèques, pour faire justement accueillir des expositions, des choses comme ça. Donc, alors oui, il y a les députés, parce que voilà, c'est les gens qui sont là pour nous écouter en tant que citoyens, mais je pense que il ne faut pas négliger le rôle des maires dans tous ces objectifs. On devrait peut-être faire, alors nous aussi, dans ce cas-là, on devrait peut-être réagir à ce que. On devrait peut-être les interpeller directement, nous, sur les réseaux, alors, je sais pas. Oui. Alors, Doris, j'aimerais bien que si c'est possible, que tu sois là-dedans, que tu nous envoies ton message. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Il faudrait faire un petit mélange. Il faudrait les En fait, interpeller de ensemble. toute façon, on est aussi, enfin, l'idée de publier des tribunes et aussi d'être en contact
Ce qui est compliqué parfois, c'est aussi de se rendre disponible, même si on est sollicité par des députés. Parfois, c'est difficile de se rendre disponible pour les rencontrer parce qu'on est bénévole. Il y a ça aussi qui compte. Mais en tout cas, l'idée de faire une tribune et d'avoir leurs adresses mail, c'est aussi de pouvoir leur transmettre. Et il y a une dernière chose que je voulais dire, et après moi aussi je vais devoir vous quitter dans tous les cas, c'est que les associations ne travaillent pas que avec les calendriers électoraux et avec les propositions qui parfois sont opportunistes. C'est-à-dire Eh que oui. la proposition de loi, là, c'est un premier pas. Ce sera clairement pas le dernier du point de vue des associations. Et donc, je pense que c'est aussi quelque chose qui va continuer dans le temps et nous, on va pas lâcher sur la question des centres d'archives notamment. Donc, moi, je vois que c'est juste une étape pour moi, en fait, dans ce que nous, on demande. Et c'est ni le début ni la fin. Et voilà, pour moi, c'est une bonne conclusion. En tout cas, Bah, tu dois. non, Doris, je vais t'ouvrir. Alors, si c'est possible, on reste en contact pour de vrai. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Je suis à ta disposition pour... Être en contact si vous voulez avec par mail. Oui, Oui, ce ok, serait très pas de souci. intéressant. Moi, si je peux travailler avec Doris, c'est un enrichissement. Voilà. Je vous mettrai en contact. Merci Bon, beaucoup. pour la conclusion, je refais du coup la liste des gens qui sont toujours avec nous pour voir s'ils veulent dire quelque chose. Carla A, tu veux prendre la parole pour dire quelque chose? Non. Christian. Ok, merci beaucoup Doris. Comme vous pouvez le voir, votre rapport a été vraiment extrêmement enrichissant, nous a donné des pistes de réflexion euh, qu'on n'avait pas forcément en tête. Votre contribution a été grande et j'invite encore une fois tout le monde à donner un petit quelque chose à la cagnotte pour soutenir son travail. Donc merci beaucoup Doris et à très bientôt. Merci tout le monde, bonne soirée. Au revoir. Christian Jenkinson, est-ce que avant de nous quitter, vous voulez dire quelque chose? Aussi, on a Hélène Raboteur, si vous voulez dire quelque chose, ou Marin Fournier, vous n'avez pas encore pris la parole, si vous voulez la prendre pour dire un mot de conclusion, c'est maintenant ou jamais. Vous m'entendez? Oui. Du coup, non, mais juste pour vous remercier pour cette réunion qui, en vrai, a été très enrichissante pour moi et du coup pour le cabinet de Ségolène Amiot. On travaille de manière très proche avec Andy Kerbrat et ses collaborateurs. Donc, nous, ça va nous donner beaucoup de billes hein, pour aller plus loin et donc poursuivre aussi les associations pour qui ce n'est qu'un début, eh bien, ce sera aussi qu'un début pour nous, je pense, sans m'avancer trop non plus, mais voilà, il y a matière à faire. Bien, restons en contact alors. Merci beaucoup pour votre intervention. Hélène, allez-y. Bonjour, déjà merci beaucoup pour l'organisation de la table ronde et pour tous les échanges. C'est vrai que de mon côté, comme je travaille beaucoup sur la question des réparations, mais du point de vue des restitutions, en fait, j'étais très intriguée par justement le lancement de cette loi et la façon dont elle est réfléchie par les militants et militantes et les associations. Et donc, ça m'a permis vraiment beaucoup de complexifier cette question. Merci. Vous travaillez où? Comment? J'entends pas. Pardon. Vous avez dit que vous travaillez où? Là, je suis plutôt en Guadeloupe, donc au Memorial Act, sur la question de la mémoire de l'esclavage. Mais j'avais travaillé pendant mes recherches de master et là sur mon doctorat sur la question des restitutions du patrimoine. D'accord. Ok, très intéressant. Merci beaucoup. Écoutez, merci à tous. Je pense. Quelqu'un prend la parole? Non, c'est chez toi, Terence, peut-être? Je te coupe le son, hein, je suis désolé, parce qu'il y a un peu d'écho. Je crois que c'est le moment de se dire au revoir. Merci vraiment beaucoup pour votre participation à cette table ronde. Le but, c'était de faire circuler les connaissances, de les vulgariser aussi pour des gens voilà, qui s'intéresseraient pas à ces sujets tous les jours. Donc, j'espère que ça vous a apporté plein de nouvelles choses.
Et puis, comme je disais, vous pouvez soutenir notre travail, celui des chercheurs, celui de nos associations, avec un petit don si vous pouvez. Et puis, dans tous les cas, n'hésitez pas à nous suivre toutes et tous sur les réseaux sociaux. Normalement, tout le monde est tagué sur sur la publication de tous au sujet de la table ronde. Tous les intervenants sont tagués. Donc, n'hésitez pas à aller les suivre également. Eh bien, bonne soirée à toutes et à tous et à la prochaine table ronde militante. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette série d'épisodes replay de notre table ronde. Merci beaucoup de l'avoir suivi avec nous jusqu'au bout. Si les échanges vous ont donné des clés, des repères, des questionnements nouveaux, n'hésitez pas à partager ces épisodes de podcast autour de vous. Vous l'avez compris, la mémoire n'est pas seulement une affaire du passé, c'est surtout un enjeu du présent. Et dans le présent, nous avons besoin de vous. Donc dans les liens de description de l'épisode, vous pouvez retrouver des liens qui vont vous permettre de faire des dons aux intervenants de cette table ronde et ainsi qu'à notre association Toust. N'hésitez pas également à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes. Nous vous donnerons de nouvelles clés pour continuer à lutter avec nous pour la dignité des personnes LGBTQIA+. Merci de votre soutien. À bientôt.